Je m'appelle Warren Nahoué. Je suis du clan guerrier Apicho, gardien du visible et du non-visible, de la grande porte du royaume de Lessi. Ce royaume est celui de Waimounémen, grand chef dans le sud de l'Ifo, la plus grande des 3 îles OET qui composent notre archipel, la Nouvelle-Calédonie. Je suis ce qu'on appelle ici un jeune Kanak. Je fais partie du peuple autochtone. Dans ma langue de Djéou, le mot Iravi signifie littéralement enfumer ou s'enfumer, mais il renferme dans une seconde traduction la transmission d'un monde mythique de la part des anciens à l'attention des jeunes. Dans le monde kanak, cela se fait dans une case. La case est une maison de la parole. Elle permet des échanges, des prises de décision et la transmission du Khuenned, appelé communément ou traditionnellement par les Européens coutume. Dans la case kanak, le feu est sacré. En plus de réchauffer la case, il permet la solidité, l'étanchéité et la désinfection par l'enfumage. Autour du feu, on échange des paroles sacrées. On parle de nos connexions avec le visible et le non-visible. Ainsi, le mot Iavi signifie ou apparaît comme le fait de s'enfumer de paroles constructives. Iavi vient de Hav, signifiant fumée venant du feu sacré, provenant de la case nourrie par du bois dédié qui ne fait ni pleurer ni tousser. En fait, une parole constructive dépend de la nature du bois que l'on utilise pour attiser le feu. Mon pays est bien loin géographiquement que culturellement de l'Europe. 18 000 km de distance, ça fait loin, 24 heures de vol, 2 mois de bateau. Aujourd'hui, je me pose des questions. Je vis dans un quartier de Nouméa. Et Nouméa, pour ceux qui ne savent pas, voilà, c'est la ville principale de la Nouvelle-Calédonie. Et à Nouméa, je suis confronté à des repères occidentaux, bien loin de mes repères océaniens. Aujourd'hui, je m'interroge sur la société dans laquelle je vis. Pourquoi la jeunesse kanak rime-t-elle avec illettrisme, addiction, délinquance, suicide, alors qu'ils sont les bras et les jambes de la société kanak? Pourquoi nos vieux sont-ils pris pour des séniles et infirmes alors qu'ils étaient sages et écoutés? Que sont devenues mes relations avec mes frères de la Mélanésie, alors que nous vivions depuis au moins 3500 ans dans des échanges entre les différentes îles et archipels du Pacifique Sud? Je m'interroge sur mon existence en tant que jeune Kanak. Où est passée ma civilisation, ma société, ma culture? Comme tout le monde, j'ai besoin de ces repères pour me sentir humain. Où sont passées nos valeurs cardinales de partage, de respect, d'humilité, de sagesse, qui sont les fondements de nos échanges? Comme tout le monde, je suis connecté aux autres. Où sont passés nos liens avec le monde végétal, animal, minéral? Cette connexion avec le ciel et la terre. Comme tout le monde, je suis lié à mon environnement auquel j'appartiens et qui me permet de survivre. Où sont passés les tertres de nos ancêtres? Comme tous les Kanaks, mon identité et ma relation et mon existence dépendent de ma relation à la terre, de mes anciens, visibles et non visibles. Alors, à toutes ces questions, j'ai découvert quelques éléments de réponse dans l'histoire tumultueuse de notre pays, la Nouvelle-Calédonie, de mon pays. En 1774, avec James Cook, l'Écossais, il rebaptisa la terre natale de mes ancêtres New Caledonia ou Nouvelle-Calédonie en français. Le 24 septembre 1853, l'Empire de France, sous le règne de Napoléon III, décide de prendre possession de la Nouvelle-Calédonie.
En 1878, une première étincelle s'allume. Les Kanaks de la Grande Terre décident de rallier le grand chef Ataï contre l'occupation de ces terres et l'oppression de l'administration française et des colons libres. La hache de guerre est déterrée. Les casse-têtes sont dans la main. Les sorciers ont parlé. Une répression terrible va s'en suivre et faire pleuvoir les larmes de nos mères. La confiance a laissé place à la terreur et à la colère. Dépouillé de sa tenue d'homme, réduit à son plus simple appareil, ne pouvant plus circuler sur ses propres terres, ni parler sa propre langue, réduit au régime de l'indigénat, le peuple kanak devient étranger à lui-même. Au début du XXe siècle, quelques dizaines de milliers d'individus survivent grâce à la charité chrétienne des Européens. Le peuple kanak a bien failli disparaître de la diversité culturelle humaine. Dans les années 80, la Nouvelle-Calédonie est au bord d'une guerre civile. La plupart des Kanaks réclament leur indépendance et la reconnaissance de leur identité culturelle. En 1988, puis en 1998, sont successivement signés les accords de Matignon-Oudinot et de Nouméa, qui marqueront une période de paix jusqu'à nos jours, à partir d'un pari fait sur l'intelligence collective, donc du vivre ensemble. Mais malgré tout cela, il y a encore quelques soucis. Alors, au regard de toute cette histoire, je me demande, quel bois avons-nous mis dans le foyer sacré de notre pays? Quel bois les autres ont mis pour pleurer et tousser autant? Où sont les autres peuples de Nouvelle-Calédonie? Différents peuples sont venus en Nouvelle-Calédonie en plusieurs vagues de migration coloniale. Des colons libres, des aventuriers, des pionniers, des religieux, des scientifiques, des commerçants et aussi des administrateurs du pays. Mais aussi les colons pénaux, des déportés, des bagnards, des personnels de maison et des ouvriers travaillant sur les grands chantiers du pays. Plus tard, par les Kanaks, ils seront tous considérés comme victimes de l'histoire. Étrangers, peuple d'ailleurs, vous avez été aussi victimes du passé. Courageux paysans, malfrats d'un jour, soldats au garde à vous, condamnés à prendre la mer pour un infini voyage. Combien d'entre vous périrent en chemin? Combien d'entre vous arrivèrent à bon port, bravant l'inconnu, en quête d'une vie nouvelle, partis enchaînés pour un destin privé de liberté? Des hommes déracinés, au visage déboussolé, qui cherchent des repères et s'approprient des parcelles. Brûlés par le soleil, sacrifiant leur sang au nom d'un empire colonial devenu trop lointain. Sur une terre rougeoyante, les bagnards venus de la France métropolitaine se brûlent les mains. Que reste-t-il de vous, peuple expatrié? Aujourd'hui, je constate que nous connaissons bien peu l'histoire des autres. Finalement, que nous ne connaissons pas du tout. Pourtant, cette histoire des Kanaks m'a enseigné que nous avions bien besoin de nous parler, de nous rencontrer. On parle ici de destin commun, mais il est encore loin devant nous. Et il a beaucoup de chemin à faire, surtout dans le cœur de chacun. Ce pays est métissé par son histoire, mais peu par sa culture. Sans volonté de partager une identité commune et assumée, il est difficile d'obtenir un vivre ensemble. Quel bois dois-je mettre? Quel bois est mis par les autres? Quel bois devrions-nous mettre ensemble pour nous enfumer de paroles constructives qui ne fait ni pleurer, ni tousser?
Avec les accords de paix, nous sommes condamnés à vivre ensemble et non plus à survivre chacun de notre côté. Grâce à ce que j'ai appris du passé, j'aimerais mettre du bois dédié à la parole qui construit, qui permette à mon peuple de vivre et d'être accepté en retour. Construire un pays nécessite de l'intelligence collective. Que chacun, chaque peuple, mette un bois dédié qui ne fait ni pleurer ni tousser. Un bois qui profite à tous, qui aille dans le sens de l'intérêt général et qui permette à chacun ou chacune d'entre nous de s'épanouir. Je me demande s'il ne serait pas possible d'allier par exemple la pensée occidentale et les pensées océaniennes. Est-ce une chimère? Est-ce seulement irréaliste, irréalisable? Est-ce seulement une promesse? Pourquoi ne pas enrichir chacune des pensées par des éléments de culture de l'autre? Pourquoi pas? En Nouvelle-Calédonie, il y a eu beaucoup de conflits syndicaux. Et pour régler ces conflits, il a été mis en place un dialogue social. C'est-à-dire des techniques de communication consensuelles et plus précisément entre le salariat et le patronat dans le secteur privé. C'est-à-dire qu'on essaie de voir la conception occidentale de l'entreprise et les façons de faire ou les pratiques océaniennes du travail. Grâce à ce dialogue social, le management, l'organisation et les façons de travailler sont beaucoup plus cohérentes avec la réalité de la société calédonienne. Les identités personnelles et collectives des Océaniens, plus particulièrement des Kanaks, sont valorisées et la confiance, elle est revenue. Fort de cette expérience, j'imagine que nous pourrions aller plus loin en systématisant la bicéphalité. Bicéphale en Océanie ne signifie pas séparé ou opposé, mais lié et différent, ce qui induit un enrichissement réciproque. Le secteur public reste encore aujourd'hui lié aux pratiques occidentales. Pourquoi ne pas imaginer des documents administratifs traduits du français en langue océanienne, puisque les langues kanak et polynésiennes sont enseignées jusqu'à l'université. Donc, du coup, la barrière de la langue, les incompréhensions, la peur de ne pas savoir seraient levées et le secteur public calédonien serait beaucoup plus proche de ses concitoyens océaniens. Personne ne pleurerait ou ne tousserait. Aujourd'hui, nous devrions être tous capables de marcher les uns vers les autres. Nous pourrions tous mettre du bois dans le foyer sacré de notre grande case, qui ne fait ni pleurer, ni tousser. C'est à nous de voir la différence que nous voulons faire. Maintenant, c'est nous. Je vous remercie.